Merci. et à Stanislas. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis accompagné aujourd'hui par Stanislas de Parcevaux, directeur marketing de Schweppes Orangina France. La problématique qu'on souhaiterait aujourd'hui discuter avec vous, c'est comment passer du multicanal au cross-canal, comment garder un lien avec ses clients et comment faire face aux effets de silo marketing relationnel. Avant d'avancer, donc je vais rapidement présenter Edatis. Donc Edatis est un acteur e-business depuis 13 ans. Edatis, c'est deux grands pôles de compétences. Un pôle de compétences techno, donc une plateforme ICRM, une plateforme de gestion de campagne, une plateforme de tracking web global. Edatis, c'est aussi une web agency pluridisciplinaire, du conseil et business, une équipe de développement web et mobile et une équipe de search avec ces trois leviers. Donc je vais laisser Stanislas nous exposer un peu son retour d'expérience sur la problématique du passage de multicanal au cross-canal. Et après, on va enchaîner un peu comme le format habituel, c'est-à-dire des questions et une petite animation dans la salle. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de manière très très concrète, beaucoup moins de data parce que je laisserai à Caïs en parler beaucoup mieux que moi. L'idée et l'objectif, c'était de partager avec vous et je dirais d'échanger les best practices qu'on peut avoir sur comment passer finalement d'une analyse très communication à une analyse business. Et j'ai quelques slides. Alors, je vais regarder, c'est ça. J'ai 6 slides ou 7 slides à partager avec vous. N'hésitez pas à retenir des questions et on pourra échanger après sur ces cas-là. Ça, je ne vais pas présenter Orangina Schweppes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de parler du multicanal au cross-canal. Clairement, aujourd'hui, les annonceurs sont dans le cross-canal parce qu'il y a un gros fait majeur, c'est que multicanal, c'était quelque chose qui existait, je dirais, dans toutes nos communications et dans tous nos plans de communication. Et au fur et à mesure, grâce à l'arrivée du digital, ces éléments-là ont évolué. Aujourd'hui, c'est vrai que dans toutes les réflexions de plateformes de communication ou de construction de marque, on intègre très en amont en fait, cette réflexion-là. Il faut savoir que si on a maintenant une multitude, et je pèse bien mes mots parce que la multitude d'outils et de leviers de communication qui est mis à disposition, elle n'est intéressante que si elle est cohérente. Et c'est vrai que j'ai mis que 3 mots qui, pour nous paraissaient essentiels. C'est que cette cohérence-là, si effectivement il y a une cohérence et une complémentarité entre les différents outils de communication, on a, pour le coup, en termes de performance, une démultiplication des effets qui est, là aussi, je dirais que là c'est très, très personnel, mais assez incroyable, à partir du moment où tous ces leviers sont bien complémentaires. Et les effets sont même parfois plus surprenants que tous les objectifs ou les KPI qu'on peut se mettre en place, qu'on peut mettre en place, parce qu'il y a une vraie, je dirais, il y a une vraie vague de fond qui peut être créée. Donc évidemment, cette cohérence, cette complémentarité, elle est intéressante, mais elle est intéressante si surtout on prend aussi la maturité des plateformes ou la maturité en tout cas des marques qui sont en face. C'est vrai que petit à petit, nous chez Orangina Schweppes, en tout cas dans le développement de nos marques, on est passé au cross-canal à partir du moment où on était sûr que la maturité de nos marques était suffisante et que la puissance des marques était suffisante pour porter ce cross-canal. Et puis finalement, le cross-canal, c'est de se dire, au-delà de l'installation du cross-canal, de plus en plus, effectivement, nous sommes tous annonceurs aujourd'hui ici qui mettons en place ces cross-canals. C'est une question certes, mais c'est finalement la vraie problématique que l'on peut avoir derrière tout ça, c'est comment j'arrive à mesurer l'impact de ces stratégies cross-canal. Parce que c'est vrai qu'on fait le choix ou du multi ou du cross, mais qu'est-ce que réellement m'apporte le cross-canal par rapport au multicanal? Et du coup, on a essayé petit à petit de mettre en place des KPI, mais surtout un monitoring pour transformer en fait l'impact du cross-média en ce fameux je dirais, analytique sur le business, les ROI. Et on arrive petit à petit à intégrer finalement ces KPI dans notre ROI business. Je vais vous montrer les outils de mesure qu'on a mis en place.
Donc finalement, le cross-médial, si on est, là aussi, cross-média, si on cross-canal et cross-média, si on résume le tout, c'est si on veut faire du lien par rapport à tout ce cross-canal, il n'y a qu'un seul élément, et on peut en chercher beaucoup, mais il y a un seul élément qu'on retrouve justement dans tous ces outils de communication, tous ces éléments qu'on met en place, c'est le digital. Il n'y en a pas d'autres. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé d'autres chez nous. Et c'est ce qui va permettre à la fois d'être cohérent sur tout ce cross-canal qu'on veut mettre en place, tous ces outils de communication qu'on veut mettre en place. Et puis surtout, ça va faire du lien. Et ce lien et cette cohérence va pouvoir permettre de démultiplier, entre guillemets, les effets et je dirais les points positifs du cross-canal. Alors, une image égale 10 000 mots. Donc, je vous ai pris l'exemple d'Oasis. Aujourd'hui, c'est la marque numéro 1 sur le digital. C'est une marque qui a un peu plus de 3 millions de fans sur Facebook. Sur certaines périodes, on recrute à peu près 100 000 nouveaux fans par mois. Pour nous, c'est en tout cas chez Orange Web, l'exemple parfait dans nos marques, j'entends, de comment j'arrive à toucher tous mes points de contact et consommateurs sur tous les moyens de communication que j'ai mis à disposition. C'est-à-dire qu'on a une espèce de règle, c'est que si on a un outil de communication, un levier de communication qui, entre guillemets, ne répond pas à cette attente de comment j'arrive à faire le lien via le digital avec d'autres outils de communication ou de médias, il faut se poser la question de l'utiliser. C'est là où on peut aussi, je dirais, avec cette cohérence et cette complémentarité des outils utilisés, permettre de choisir, parce que c'est un peu le grand problème qu'on a tous, c'est de choisir les outils ou les leviers de communication qu'on peut avoir. Et Oasis, aujourd'hui, que ce soit effectivement de l'affichage traditionnel, que ce soit du print, que ce soit évidemment tous les leviers qu'on peut mettre au cinéma ou en télé, sont liés entre eux, systématiquement. Et c'est vrai que c'est important on parlait de contenu tout à l'heure, Caïs, c'est que le contenu doit être cohérent, là aussi, sur les prises de parole. Et je dirais c'est une espèce de règle que l'on se fixe, sinon il n'y a pas lieu de faire cet outil de communication. Tout à fait. Donc c'est l'effet de silo qu'on souhaiterait éviter. Comment être cohérent et comment éviter que chaque canal soit abordé donc, de façon isolée, donc du point de vue ciblage, du point de vue contenu, etc. Donc là, le schéma de Stan, donc, il montre bien un peu la cohérence entre les différents leviers. Et après, on va le voir au niveau de la mesure. Donc ça permet de consolider un peu toutes les données qu'on peut collecter sur les différents canaux. Je parlais de cohérence d'outils de communication, mais je parle aussi de cohérence en termes de messages. Nous, effectivement, on porte nos marques beaucoup par les plateformes de communication. Et si la cohérence dans le message que vous envoyez n'est pas, encore une fois, cohérente entre le digital, la télé, le cinéma ou la presse, vous avez des retours de bâton assez efficaces de la part de nos consommateurs ou même de gens qui gravitent autour de la marque Oasis, qui est assez flagrant. C'est toujours intéressant dans le digital, c'est que vous avez le bénéfice de ce que vous envoyez, mais vous avez aussi le bénéfice ou voire les points négatifs de ce que vous renvoient vos consommateurs. Et c'est peut-être le meilleur marketeur du monde, justement. Le consommateur, il est très attentif à ce que la prise de message que vous pouvez avoir avec votre marque en communication dite traditionnelle et la prise de parole sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur le cinéma ou autre, tout le message et le contenu que vous envoyez, s'il n'est pas cohérent, vous ne bernez pas vos consommateurs. Donc c'est très important. Là aussi, on attache beaucoup d'importance à cette cohérence à la fois de levier, mais également de messages envoyés. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas sur cette roue-là et qui est, à mon avis, le plus pertinent, qui fait partie d'un tout, c'est les produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos produits ont tous un QR code, que ce soit des canettes, que ce soit des bouteilles de PET 2 litres en plastique dans les rayons, ou que ce soit des formats un peu plus, je dirais, événementiels. Tous sont équipés aujourd'hui de QR code principalement, et qui du coup permet là aussi d'être cohérent par rapport à ce que vous proposez à votre consommateur. Vous êtes en terrasse d'un café, malheureusement pas aujourd'hui, mais en tout cas vous êtes en terrasse d'un café, vous pouvez flasher, renvoyer sur votre page, qui renvoie elle-même à un jeu, qui renvoie elle-même au point de vente, parce que je pense que les prochaines étapes, c'est bien le shopper, c'est bien le magasin, et là il y a encore un travail à faire, je dirais, d'éducation et à la fois du consommateur et de la distribution, sur justement comment on accompagne notre cible en termes de communication vers le lieu de vente. Et un point élément à retenir pour les prochaines fois, un point élément, c'est évidemment le produit qui fait partie de cette roue-là. Alors, c'est magnifique, on fait des
des plans de communication très cohérents, mais finalement, dans le monitoring de ces plans de communication, et je reviens toujours sur l'objectif de dire comment on arrive à mesurer cet impact des stratégies cross-canal, c'est dire, voilà, aujourd'hui, clairement, on a, dans cette révolution digitale, il y a de plus en plus de bruit. Les marques sont de plus en plus présentes, on entend de plus en plus les marques sur les réseaux sociaux. Comment on arrive finalement à canaliser cette information, comment on arrive à écouter surtout notre consommateur, parce que finalement, il y a une réaction aujourd'hui, le consommateur sur les réseaux sociaux ou ailleurs peut prendre parti, en négatif ou en positif, mais peut prendre très vite parti sur ce que vous lui proposez. C'est là où la cohérence du message est extrêmement importante en amont, parce que ça peut être intéressant justement, et ça peut être très rapide en termes de réaction. Donc oui, on l'entend, maintenant il faut savoir l'écouter, et en tout cas réagir très vite en cas de nécessité. Alors on a mis en place, nous, une solution de monitoring qui, très schématiquement, en fait, décompose en 3 leviers clés pour nous. C'est vous avez un vote de veille de mention qui est en live. C'est-à-dire que systématiquement, vraiment directement sur les écrans des équipes qui sont ici présentes, vous avez la réaction des mentions qui peuvent tomber sur l'ensemble de nos marques. Au quotidien, évidemment, c'est rafraîchi toutes les 3 minutes, 2 minutes même. Puis ensuite, vous avez évidemment la concurrence, comme tout un chacun. Je pense que c'est intéressant de voir comment prennent la parole la concurrence. Et puis, à la limite, ça enrichit même le discours. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis, on a ce qu'on a appelé des tableaux de bord spécifiques sur mesure, où là, on va pouvoir, selon l'action très, très ciblée, à la verbatim près, je dirais, cibler les réactions et le bruit digital que peut faire telle ou telle action. Donc, tout ça, finalement, est monitoré par les équipes d'Orangina Schweppes France, les équipes digitales et médias, et qui permettent non seulement évidemment de collecter de l'information, mais après de pouvoir l'exploiter, de pouvoir enrichir les datas, et puis du coup de l'intégrer après dans un modèle de retour sur investissement. D'où cette intégration en fait dans le modèle de cross-canal. Alors l'exemple que je vous ai pris, c'est Orangina. Restez vivant, buvez Orangina, c'est une plateforme de communication qu'on a lancée au mois de mars dernier, où, au-delà de tous les points de contact, je ne vais pas y revenir là, c'est de dire, voilà, on va lancer le 14 mars exactement dernier la nouvelle plateforme de communication, et on va mettre tout en veille et tout en alerte, en tout cas en interne, pour mesurer et le bruit, et l'impact, et les tonalités, etc., et d'analyser vraiment. C'est ça qui est merveilleux, c'est que je suis le premier à demander, après 2 jours de lancement quasiment de plateforme, vous pouvez tout de suite voir, entre guillemets, ou du moins prévoir comment va être accueillie votre plateforme, comment vont réagir les différentes personnes qui sont intégrées ou comment vont réagir les influenceurs. Et du coup, ça vous donne une sensibilité, peut-être même plus vite que les post-tests que vous pouvez réaliser de manière plus traditionnelle sur les plateformes de com. Donc je vous ai sélectionné 3 tableaux. Toc. Premier point, évidemment, c'est l'audience. Vous lancez, entre guillemets, votre plateforme de communication, donc vous allez évidemment mesurer et collecter de l'information, de la data sur l'audience que vous allez générer, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter ou autre, toutes les créations de buzz, viraux ou pas viraux d'ailleurs, sur le lancement de cette plateforme. Donc on a bien ciblé à un moment T un événement particulier de la marque. Et puis, une fois qu'on a collecté toute cette information, et ça a généré, ça c'est je crois que c'est à peu près sur les 15 premiers jours, on génère un certain nombre d'informations, et ensuite on va mesurer cette information-là. Donc il y a 3 grands éléments qui font vraiment, qui drivent un petit peu notre veille en termes de communication. C'est le nombre de mentions, évidemment, les pics de mentions, et on va aller dessus juste après, les pics de mentions, et puis la tonalité de vos mentions. Et c'est ça qui est... Je trouve que ce qui est extraordinaire dans le digital, c'est que vous avez maintenant une finesse d'analyse qui est hallucinante. C'est parfois que je dis que parfois ça peut même nous surprendre nous-mêmes. C'est qu'en termes de qualité d'information, le quantitatif n'est pas intéressant en soi. Le quantitatif, ça vous donne juste un chiffre par rapport à l'autre. Mais ce qui est important, c'est la conviction et le ressenti aussi de la qualité de l'information. Donc là, ça nous permet de mesurer ces 2 éléments sur le monitoring. Évidemment, là, vous avez le nombre de mentions, donc c'est un exemple. On a pris du 1er janvier à peu près à début mai. Vous avez un nombre de mentions sur la marque Orangina, là pour le coup au basique, qui était de l'ordre de 75 à peu près. Et on a multiplié par 4 ce nombre de mentions après le lancement de notre plateforme. C'est dire comment j'arrive à évidemment susciter du bruit positif et de l'engouement et de l'interaction sur la marque
à partir du moment où j'ai lancé ma plateforme de communication. Donc une fois le lancement lancé de la plateforme, vous avez cette rémanence de nombre de mentions qui est mis en place. Puis ensuite, vous couplez en fait ces informations à un deuxième type de mention. C'est les pics de mentions observés selon le plan média. Et ça, c'est assez intéressant et assez nouveau, même pour nos chères agences d'achat d'espace. C'est que vous avez une réactivité par rapport au plan média que vous allez mettre en place. Ça vous permet de suivre le nombre de mentions en fonction de... Alors on a mis le premier, par exemple, c'était RP. On a fait une soirée de lancement. Soirée de lancement à un moment T. Ça vous permet d'analyser en live, donc, en rafraîchissant toutes les minutes. Vous avez le nombre de mentions pendant la soirée et qui vous permet d'être en trending topics toute la nuit sur un tel événement. Et c'est ce qu'on voit, le premier pic qu'on voit. Ensuite, la télé, c'est si je suis dans le bon, je dirais dans le bon spot publicitaire à tel moment, je sais que ça va aller me générer ou je sais que ça va susciter un engouement plus fort que si j'étais à tel ou tel moment dans une coupure publicitaire. Je crois que le pic de TV, c'était le premier pendant les Enfoirés. C'est-à-dire que c'est un des gros best-sellers entre guillemets en termes de programmation. Et le pic que l'on voit là, c'est la première coupure publicitaire des Enfoirés. Et donc on voit qu'à ce moment-là, il y a une réaction qui est encore du coup accentuée et qui permet de soutenir ce nombre de mentions. J'avance. Etc., etc. Donc affichage, télé ou autre. Et puis le troisième qui est intéressant, je parlais là d'aspect qualitatif, c'est la tonalité des mentions. Bien entendu, il faut savoir entendre, il faut savoir écouter. Après, il faut trier. Vous avez effectivement des mentions négatives, et ça peut arriver ou dans des bons buzz ou dans des bad buzz, mais vous avez une tonalité qui se crée au fur et à mesure, et vous pouvez surveiller la tonalité en fonction, encore une fois, ou de votre marque, ou même de l'événement que vous allez mettre en place. Donc c'est ce qu'on voit là, typiquement sur les 15 ou c'est peut-être le premier mois en tout cas, on a par rapport au lancement de notre plateforme, quelle est la tonalité générée par rapport à ce lancement. Et à la limite, soit ça vous conforte dans vos convictions, soit ça peut vous faire un petit peu tilter ou réagir de manière très rapide. Alors ça, c'était juste pour vous donner brièvement, je n'avais plus que 2 slides, très brièvement un aperçu de comment nous, on gère en fait notre cross-canal. Notre cross-canal, c'est pas juste pour se faire plaisir en essayant d'avoir des points de contact, c'est comment j'arrive finalement à gérer cette analyse du cross-canal pour ensuite le transformer en business. Parce que l'intérêt, c'est pas juste d'avoir des analytics sur la communication, parce que la communication, c'est un des éléments, c'est comment j'arrive petit à petit à générer de la data sur du social digital pour l'intégrer ensuite dans mes modèles économétriques beaucoup plus business. Et c'est là où les choses se font petit à petit. Ça fait maintenant quelques temps que nous, on arrive à ce modèle-là parce qu'on a une taille suffisante pour l'intégrer dans un modèle de ROI très, très business. Et puis la dernière slide que je vais partager avec vous, ça c'est l'entrée d'Orangina Schweppes France. Et vous avez en fait ici, donc c'est le hall où tous les collaborateurs passent. Et vous avez un grand écran vraiment en face, je dirais, de l'arrivée de nos collaborateurs et qu'on a mis petit à petit dans les étages, quasiment à tous les étages, pas que au marketing. Je pense que le digital, c'était un média. Ça dépasse maintenant le cadre du média. Donc, même dans les directions commerciales, on va implanter ça petit à petit. Mais en fait, c'est un outil, ce qu'on a appelé un dashboard. Alors, normalement, vous allez le voir en plus grand. Attention, voilà. C'est un outil, en fait, qui permet de voir en direct. Donc là, c'est rafraîchi toutes les 30 secondes et qui permet de partager, et c'est important de partager avec l'ensemble des collaborateurs, que vous soyez au marketing, à la finance ou au juridique, tout ce qui se passe à ce moment-là sur le digital, sur vos marques. Quelles sont les mentions qu'est-ce qu'on dit sur vos marques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a posté, quelles sont les réactions. Et du coup, vous avez toutes les 30 secondes un rafraîchissement et on change toutes les minutes. Vous avez d'abord Twitter. Donc là, vous voyez Oasis, Orangina, Schweppes et Pulco. Vous voyez le nombre de followers évoluer évidemment. Vous voyez les mentions ou les posts qui sont mis en direct. Et puis on vous a mis l'exemple de Twitter. Mais une minute après, vous avez Facebook. Et là, vous avez tous les posts sur le mur Facebook qui arrivent de ces 4 marques-là. Vous avez également sur YouTube les réactions ou le nombre de vues
Je crois qu'on a parlé de Mission 404 ce matin. Vous voyez le nombre de vues de Mission 404 toutes les 30 secondes qui est rafraîchi et qui est assez impressionnant. Ce que je veux dire là, c'est que je pense que le rôle du digital, c'est justement d'aller maintenant s'imprégner en fait dans les différentes directions de nos entreprises. Et qu'aujourd'hui, on est ravis. Moi, je suis ravi de parler du digital avec mon directeur commercial parce qu'il sent que c'est quelque chose qui est en train d'arriver à vitesse grand V. Et du coup, voilà, c'était un exemple qu'on voulait partager avec vous, que petit à petit, d'éducation dans les entreprises qui est intéressante. Donc, le cross-canal, c'est beau, mais ça se vit et surtout, ça s'intègre dans le ROI Total Business. Merci. Donc, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Donc, Stanislas a partagé avec nous donc son retour d'expérience, le retour d'expérience d'Orangina à Schweppes. La question qui se pose aujourd'hui, donc, et là je lance ma première question qui va animer un peu la salle, c'est pourquoi évoluer du multicanal au cross-canal? Voilà, donc vous avez quelques minutes pour débattre. On va faire le tour un peu des tables. Si une personne est seule à sa table, qu'elle n'hésite pas à se rassembler avec ses voisins. Un petit peu plus. On est en train. Bon, super, je vais chercher les personnes là-bas. N'hésitez pas là.
Merci. Donc en faisant un peu le tour de certaines tables, donc j'ai pu relever certaines informations. Donc on parle de concurrence entre les canaux et la nécessité de développer les synergies. Les problématiques au niveau des agences, c'est comment éviter l'effet de silo et faire communiquer les départements entre eux. Au niveau de l'effet de silo, donc il y a des problématiques à gérer au niveau du système d'information et surtout veiller à la cohérence entre les différents canaux. Ma deuxième question, c'est justement au niveau de l'effet de silo sur les deux problématiques concernant le contenu et la data. Donc la question, c'est comment éviter ces effets de silo. Et avant de vous laisser un peu de temps de réflexion, j'aimerais bien avoir un petit témoignage donc, de Sabri Majoub, donc directeur marketing d'Edatis, qui est aujourd'hui le premier client utilisateur de nos outils pour le marketing d'Edatis. Bonjour. Donc, comme l'a dit Caïs, étant moi-même le premier client des outils offerts par Edatis, donc j'en profite surtout qu'ils sont gratuits pour moi. Gratuits. Et donc, je partage un petit peu mon expérience par rapport à la thématique cross-canal, multicanal. Avant, les opérations chez nous, comme elles étaient gérées, nous mettions en place un plan média sur toute l'année et nous le suivons, nous le exécutons. Chaque événement est pratiquement indépendant. Quand on veut faire une insertion publicitaire en display sur un site à haut trafic, donc on identifie la cible, on crée le contenu, on le met en ligne, on attend une semaine, après on reprend les résultats et l'événement est fini. On fait le bilan et on passe à l'action suivante. L'action suivante, c'est un événement, c'est un salon, c'est une exposition, c'est l'Assemblée Générale de l'EBG. Et donc, on fait tout pour préparer bien ce contenu-là, cet événement-là, en préparant le contenu, en préparant les interventions, en choisissant notre cible, les produits qu'on veut mettre au premier plan. On conduit, on exécute cette action-là le jour J, puis après, on revient. Si c'est un salon et une exposition, on revient avec un fichier Excel, disons, je schématise un petit peu, avec toutes les opportunités d'affaires qu'on a créées. Cette liste-là, on la suit, on essaye de transformer ces opportunités d'affaires en chiffre d'affaires. Sauf que ça n'apporte pas cette vision-là, donc voyons chaque canal à part, n'apporte pas grand-chose à l'entreprise si ce n'est une vision très courtimiste. La problématique chez nous en B2B, c'est que le cycle de transformation est super long. Ceux qui sont en B2B le savent, ça prend 6 mois, 9 mois pour aller au bout, pour aller convaincre un annonceur, une enseigne, de travailler, d'adhérer à notre vision et de devenir partenaire sur une action. Donc, la problématique, c'est que tout le long de ces 9 mois, et un petit peu avant, quelques mois, on interagit avec notre prospect sur plusieurs canaux. On l'invite à un salon, il vient. On lui envoie une newsletter, il l'ouvre, il clique, il télécharge un contenu, on répond avec lui, on lui répond avec un email très personnalisé quand il nous envoie une demande particulière par rapport à un contenu, indépendamment de l'opportunité business. On lui conseille d'autres thématiques ou un livre blanc sur lequel on a fait du travail et qu'on juge cohérent par rapport à ce qu'il demandait. On le lui transmet. On interagit avec lui à travers de l'email, à travers des campagnes publicitaires, à travers des newsletters, à travers des événements, des expositions, des rencontres en visite, soit dans ses locaux, soit dans les nôtres, un petit peu ailleurs. Donc on fait du off, nous, et du online sur plusieurs canaux. La problématique que j'ai eue, c'est que je n'arrive pas à corréler les différents événements pour amener mon prospect à devenir client. Et donc, j'avais besoin de solutions et d'une approche, beaucoup plus que d'une solution, d'une approche
qui permettent d'historiser les différentes interactions que j'ai eues avec mon prospect et après de scénariser les différentes interactions que je pourrais avoir avec lui afin de l'amener à une transformation. C'est ce qu'on appelle en marketing, et vous le faites tous, la plupart en tout cas, du lead nurturing. On prend une opportunité, un contact, on le nourrit à travers des interactions jusqu'à ce qu'il devienne mature au point d'être que le coup soit valable, de le transformer, de le passer à une force de vente qui va transformer cette opportunité en chiffre d'affaires très concret, avec une très bonne probabilité. Généralement, on a la tête dans le guidon, on travaille sur des actions courtimistes, après on fait le bilan extrêmement rapidement pour dire c'est bon, c'est pas bon. Alors qu'on ne prend pas le recul, on ne prend pas le recul nécessaire qui peut être d'une année, en historisant et en scénarisant les différentes interactions qu'on a. Je prends un exemple, j'ai rencontré beaucoup de monde aujourd'hui. Certains d'entre vous, je les ai déjà rencontrés lors du dîner de l'EBG. Et donc, j'ai des personnes que je connais, que je commence à connaître, à côtoyer. Il y aura d'autres événements où on va se rencontrer sur un salon. Probablement, vous allez rencontrer le même logo sur Internet, sur un site, e-marketing.fr, e-commerce mag, MD Online, etc. Vous allez probablement recevoir une newsletter de la part d'Edatis. Tous les événements qui vont être créés, que ce soit des ouvertures, des clics sur des emails, sur des bannières, des rencontres qui vont être historisées, qui vont rentrer dans le CRM, qui vont être, c'est une fiche prospect qui va être créée, donc c'est des événements qui vont être historisés. Le tout après, la magie des choses, c'est de pouvoir récolter tout cela. Ça peut être des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'événements eux-mêmes qu'on arrive à récolter, à transformer, donc de transformer l'information en une connaissance cross-canal, en évitant les effets de silo. Ça, c'est au niveau de la data qu'on arrive à le faire aujourd'hui. Pour des petites entreprises avec peu d'interactions, il faut un fichier Excel pour faire ça. Pour les plus grandes, où il y a énormément d'interactions, il faut des outils pour faire ça, et Edatis n'est pas la seule, mais là, une très bonne solution. Donc ça, c'est au niveau de la data, les effets de silo au niveau de la data. Après, il y a des effets de silo qui sont au niveau du contenu, parce que le contenu doit être construit indépendamment des canaux. Il doit être construit en amont. Et donc, il faut prévoir que le même contenu, en amont, au stade de la réalisation du contenu, on prévoit la déclinaison des canaux sur tous les canaux, et donc de prévoir une cohérence, une certaine cohérence. Troisièmement, donc le contenu, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les compétences. On avait tendance en tout cas, de mettre des ressources humaines sur des spécialisations par canal. Alors que, étant donné que le client voyage d'un canal à un autre, il est très important que nos compétences ne soient pas spécifiques à des canaux et qu'elles puissent voyager d'un canal à un autre. Et donc, j'ai moi-même récemment fait évoluer le community manager qui s'intéressait uniquement aux réseaux sociaux et à la production de contenu sur les réseaux sociaux à un réel responsable de communication qui va intervenir sur tous les canaux, qui va avoir connaissance de tous les plans médias et donc de pouvoir apporter de la valeur au cours du cycle de vie de la transformation d'un client. Donc voilà, je partage cette connaissance-là. Probablement, vous avez pu rencontrer ce genre de problématique-là. Moi-même, voilà, je vous expose comment est-ce que j'ai essayé de la résoudre. Merci. Merci. Donc, Sabri, tu as un peu enchaîné sur la troisième question, c'est l'exploitation des données. Donc, on collecte, Sabri a parlé de milliers d'enregistrements, mais concrètement aujourd'hui, chez certains annonceurs, on parle de millions d'enregistrements, de comportements à collecter. Tout à l'heure, donc en faisant le tour entre les tables, il y a la problématique de l'exploitation des données qui a été soulevée. Comment exploiter toutes ces données? Comment se doter de solutions techniques qui vont permettre, donc, comme l'exposait tout à l'heure Stanislas, comment réagir en temps réel? On est dans l'ère du marketing temps réel, du real-time marketing. Donc il faut collecter la donnée, mais surtout pouvoir l'exploiter à temps
parce que la donnée, elle devient de plus en plus obsolète. Donc la DLV de la donnée, donc, elle est vraiment courte. Donc il faut vraiment l'exploiter à temps et au bon moment. Donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques pour Stanislas, pour le cas de Schweppes Orangina. C'est bon. Bonjour. Bonjour Stanislas, Jean, Société Ubisoft. Une question justement par rapport à toute la vision que vous avez mis en avant, qui se base vraiment, si on a bien compris, sur une action marketing va entraîner des réactions sur Internet que vous allez écouter, qui vont pouvoir ensuite résulter en des réactions à nouveau, à des adaptations par rapport à ce qui peut se dire sur le web en temps réel. Donc on imagine qu'en termes d'organisation, vous avez dû créer beaucoup de liens entre justement les oreilles, les équipes digitales, et les mains, ou en tout cas les yeux pour la vision, les équipes marketing. Comment justement, est-ce que c'est des équipes séparées? Comment est-ce que vous avez pu créer ce lien qui doit être, j'imagine, perpétuel et continu entre les équipes justement? Alors la première chose, c'est qu'on a tout cassé. Justement, il n'y a plus d'équipe marketing, plus d'équipe d'un côté du marketing, de l'autre côté du digital, de l'autre côté... c'est la base, effectivement, que tous ces gens-là soient dans un département, en tout cas, commun. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Nous, effectivement, il est au marketing, mais les équipes médias et digitales font partie du marketing et sont à côté de l'équipe marketing, au sens très traditionnel du terme, et ils travaillent ensemble. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les équipes marketing, maintenant, ne font plus une seule action, qui n'intègre pas la dimension, c'est ce que je disais un petit peu au démarrage, c'est même pas possible de générer une action marketing où on n'a pas intégré la dimension digitale dedans. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus, après c'est de l'éducation, et je pense que c'est aussi le rôle de tous, c'est d'éduquer en fait ces générations de marketeurs à intégrer complètement cette dimension digitale. Je dirais même que j'ai des équipes avec moi aujourd'hui, ils sont autant marketeux que le petit voisin qui s'occupe de la data Nielsen ou sur l'analyse de la vente. Tout est lié. C'est-à-dire que même celui qui analyse la vente, il doit aussi être impliqué dans la dimension digitale. Merci. Et tant qu'on y a, une deuxième question? Au contraire, hein, c'est plus intéressant d'échanger. Bravo pour Mission 404. Je pense qu'on est beaucoup dans la salle à l'avoir vu. C'est les équipes, hein. Moi je bosse moins là-dessus. D'après en tout cas les chiffres de vue, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle statistiquement qui l'ont vu. Comment ça s'est passé la jeunesse de ce projet justement avec des studios indépendants, Bagel et Moustache il me semble. C'était justement des équipes avec vous étiez en contact avec elles. C'est eux qui sont venus vous voir. J'imagine qu'on ne peut pas avoir des chiffres très précis, mais il y a un ordre de grandeur de budget. Comment ça se passe, ce genre de choses? Alors, il y a plein de questions, en fait, déjà. Il y a plein de questions. D'abord, le principe, c'est de se dire aujourd'hui, ce que je disais encore aussi tout à l'heure, c'est que la communication, les plateformes de communication, elles ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas peu de temps, on faisait une belle campagne télévisée, on faisait un bel affichage, et on était très fiers, et moi le premier, du travail qu'on faisait. Aujourd'hui, la communication, on ne peut plus raisonner comme ça. On doit, entre le message envoyé, c'est pour ça que je parlais de cohérence tout à l'heure dans le contenu qu'on générait, c'est qu'entre le message que vous allez envoyer, qui doit être porté, qui va remplir des objectifs plus marketing en termes de strat, là, vous avez une campagne télé, vous avez un affichage, et puis entre ce que vous allez faire vivre, et là, on parle d'interaction, on parle d'engagement, on parle d'affinité avec la marque, et tout ce contenu-là, non seulement il doit être cohérent avec votre message, mais par contre, il doit vivre au même niveau. Et c'est un petit peu comme ça que la jeunesse du projet, en tout cas, a eu lieu. C'est que d'abord, c'est une rencontre. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a rencontrés par des biais personnels, des professionnels, et qui gravitaient autour, je dirais, de la même sphère. Et puis ensuite, on leur a donné les cartes en disant « Nous, on ne fait rien sur la création ». C'est-à-dire que c'est laisser libre cours à une création, et c'est juste porter un projet avec eux. C'est donner, entre guillemets, des clés pour porter un projet. Après, là, on parle de créativité, c'est peut-être autre chose ou autre, mais c'est donner les clés pour faire un beau projet. Et je pense que la notion de conviction, parfois, on l'oublie et elle est importante, en tout cas en amont des projets. Et les budgets, ça n'a rien à voir avec un budget publicitaire. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire,
Il y a des campagnes publicitaires qui coûtent 50 000 euros et d'autres qui vont coûter des millions d'euros. Là n'est pas le propos, c'est que là, on est plutôt dans la fourchette basse d'une campagne publicitaire au global. Mais par contre, ce qu'elle va générer, ce qu'elle va créer autour, évidemment, est tout aussi intéressant en termes de contenu, encore une fois, et d'engagement et de réactivité, etc., etc. Une dernière question? Merci. Merci à tous. Donc, je vous propose de rester pour parler un petit peu entre vous, puisque les autres sessions ne sont pas tout à fait terminées d'ici 2-3 minutes. Et autrement, on a un cocktail ensuite de l'autre côté. Merci à vous. Non, bah, c'est fini.